mesdames et messieurs. Donc c'est pour moi un plaisir d'être ce soir ici, alors à distance, dans ces conditions que nous connaissons liées à la crise sanitaire, mais c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à la Fondation, à cette chaire et à notre travail en commun. Notre université, vous savez qu'elle est l'héritière de la première université de Bretagne, et depuis sa création, elle a toujours été engagée pour créer les savoirs de demain, notamment en sciences et technologies, droit, économie, gestion, santé, assurer leur diffusion, leur transmission. C'est toute notre mission, j'allais dire, de transmission des connaissances. Et puis, nous avons très vite développé une troisième mission, qui était de participer au développement socio-économique. Et je pense aujourd'hui, pour cette clôture, notamment les deux fondateurs de l'IAE-IGR. Je pense à Jeanne Crière, qui est une économiste qui est décédée. Elle était centenaire et elle était partie aux États-Unis donc après-guerre pour aider. Et quand elle est revenue avec son mari Henri Crière, ils ont joué un rôle dans le développement socio-économique de la Bretagne. Et je pense aussi à Claude Champeau, qui a toujours joué un rôle aussi utile. Je crois qu'ils auraient aimé justement assister à cette conférence, à ces nouveaux défis, puisque aujourd'hui, eh bien, notre université, et par le biais de sa fondation, eh bien, elle joue un rôle pour nous aider collectivement à relever ces défis. Et donc, je voudrais saluer en fait à la fois cette chaire qui rejoint les grandes chaires de la Fondation sur les nouveaux défis de la banque, et on sait qu'ils sont nombreux, responsabilité sociétale, efficience, risque, et aussi et surtout face à cette crise économique qui nous frappe tous, qui nous amène j'allais dire, à devoir nous réinventer, eh bien, c'est d'accueillir Patrick Artus, qui est le spécialiste à la fois reconnu, qui va nous aider à penser l'avenir dans ce contexte très incertain. Et je crois que nous avons besoin justement de l'université, de la recherche, de la banque, et justement de personnalités comme Patrick Artus pour nous aider à penser à relever ces défis de demain. Défis de la banque, et défis liés aux crises. Et je salue l'engagement de la Fondation Renin, à la fois pour la crise sanitaire, puisque nous avons été engagés ensemble, et aussi pour aider maintenant à penser, à relever les défis de cette crise économique, avec au premier chef donc les banques qui vont jouer un rôle de plus en plus important. Et je voudrais aussi remercier Maurice Bourrigaud et Yann Jolivet, tous les deux, sans qui cette chaire n'aurait pas pu voir le jour, et qui ont été des partenaires depuis le premier instant. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à Sophie, mais je voulais dire tout le plaisir que j'ai à être avec vous pour cette chaire qui nous aide à construire l'avenir, à nous aider à penser cet avenir dans ce contexte exceptionnel que nous connaissons. Merci. Merci David. Donc, bonsoir à vous tous. Merci à tous d'être venus si nombreux pour cet événement malheureusement en distanciel, mais on va faire en sorte qu'il soit de bonne facture. Donc effectivement, on est réunis aujourd'hui pour une conférence autour de la 7e chaire de recherche et de formation de la Fondation Renin. Aujourd'hui, il y en a 13. Et cette chaire, on l'avait intitulée « Nouveaux défis de la banque, responsabilité sociétale, efficience et risque » en 2018, lorsque l'on l'a créée. Donc, cette chaire a vu le jour grâce à deux partenaires qui l'ont financée, la Banque Populaire Grand Ouest et Arkea. Et elle s'est faite également en partenariat avec la Banque de France. Les travaux que vont vous présenter Franck Martin et Jean-Laurent Viviani, les deux titulaires des chaires que je profite pour remercier, ont été effectués au sein du Centre de recherche en économie et management, le CREM. Le directeur Franck Moreau vous dira deux mots tout à l'heure, et donc et associe deux centres de formation, la faculté de sciences économiques et l'IGR. Donc, comme toutes les chaires de recherche et de formation de la Fondation Renin, il s'agit ici avec cette chaire sur la banque de répondre à des enjeux sociétaux avec un esprit de co-construction entre des équipes académiques et des partenaires entreprises. C'est vraiment l'ADN de la Fondation Renin qui vise à ce rapprochement entre l'université et les entreprises.
et notre cœur, enfin toutes nos actions visent à favoriser l'innovation et le développement socio-économique. Donc, vous le verrez dans le bilan que vous présentera Franck et Jean-Laurent, les questions qui ont été adressées et les réponses apportées, tout ça dans un esprit de co-construction. Et puis, je remercie aussi vivement Monsieur Artus d'avoir accepté notre invitation et de nous donner un éclairage extérieur sur sa vision de l'actualité notamment. Donc, il s'agit aujourd'hui d'un point d'étape. Les chaires de la Fondation Rennin ont vocation à naître et à se poursuivre. Donc, celle-ci s'arrête, mais les thématiques sont loin d'être terminées et il y a beaucoup de thèmes qui sont repris dans d'autres chaires de la Fondation. Je pense notamment à la RSE qui est traitée aujourd'hui dans la chaire que l'on a intitulée Vivre ensemble et également dans la dernière chaire que l'on vient de créer, donc la 13e, que l'on a intitulée Droit des activités économiques Claude Champeau, qui vise à repenser la relation de travail en entreprise et où la RSE est abordée avec l'ensemble de ses partenaires et une équipe également universitaire. Donc, je laisse sans plus attendre la parole à Franck Moreau, le directeur du CREM, avant d'aborder le bilan synthétique de ces travaux par les deux titulaires et ensuite on aura la joie d'écouter Monsieur Artus. En tout cas, merci à vous tous d'être si nombreux ce soir et donc Franck, je te laisse la parole. Merci Sophie, c'est avec un grand plaisir que je suis parmi vous ce soir. Donc pour présenter en quelques mots le centre de recherche en économie et management qui en effet a eu le plaisir d'héberger cette chaire de la Fondation Rennin et a apporté un modeste concours, on va dire du point de vue administratif à mes deux collègues. Alors si je devais dire quelques mots sur notre laboratoire, alors c'est une unité mixte de recherche comme il en existe d'autres à Rennes, mais elle regroupe les enseignants-chercheurs et chercheurs de l'Université de Rennes, du CNRS et de Caen. Et c'est le plus grand laboratoire du Grand Ouest qui est spécifiquement dédié aux sciences économiques et aux sciences de gestion. Donc nous sommes rattachés à la section 37 de l'Institut national des sciences humaines et sociales. Alors le laboratoire est important, je le disais, il comprend une centaine de membres permanents et on accueille une cinquantaine de doctorants pour cela. Nous sommes depuis peu organisés sous forme thématique avec 3 pôles thématiques. Un premier qui couvre tout le champ des politiques publiques, du vote et de la démocratie. Un deuxième qui est tourné vers les organisations, les réseaux, le numérique. Et un troisième qui s'intéresse à peut-être la prise de décision et donc aux risques, aux responsabilités, aux comportements. Et on voit bien, et l'on verra peut-être un peu plus tard dans la présentation des résultats de la chaire, que la chaire, finalement, au travers des recherches qu'elle a pu mener, elle a pu, comment dirais-je, bénéficier de l'apport de ces trois pôles thématiques, de ces 3 sous-équipes de notre laboratoire. Alors nos recherches sont reconnues, elles sont financées par diverses agences nationales ou internationales, des ministères, des collectivités locales, des entreprises. Je vous invite à venir découvrir notre laboratoire sur Internet, sur son site Internet. Et puis, vous pourrez le voir, nous avons des outils, des plateformes très innovantes qui permettent de recourir à l'étude des comportements, donc avec un LabEx, un laboratoire d'expérimentation qui permet de faire de l'économie comportementale. Et puis, on a des collègues qui recourent aux neurosciences et qui donc disposent d'une plateforme appelée Neurolab. Voilà, donc je tenais à remercier la Fondation Rennin pour son soutien à la recherche dans les laboratoires de Rennin en général et du CREM en particulier. Donc cette chaire, une chaire, ça irrigue fondamentalement les activités d'un laboratoire au travers des moyens et puis
disons la coordination que ça permet aussi avec des acteurs du monde socio et économique. Voilà. Donc un grand merci notamment à mes collègues pour le travail effectué pendant ces 3 dernières années. La transition est toute trouvée, donc on laisse la parole tout d'abord à Franck Moreau qui va nous présenter un bilan très rapide des travaux. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc une chaire de... Alors, mon écran qui est masqué. Une chaire de la Fondation RENA intitulée Nouveaux défis de la banque, responsabilité sociétale, efficience et risque. La chaire regroupe, comme il a été signalé, plusieurs partenaires, la Banque Populaire Grand Ouest, Arkea, services financiers, et la Banque de France, mais aussi des enseignants-chercheurs du CREM, de la Faculté de sciences économiques et de l'IGR, IAE, comme il a été également précisé. Alors, nos objectifs à l'amorçage de la chaire en 2018, c'était de construire en vue de produire de nouveaux savoirs et de répondre à des enjeux sociétaux en innovant pour créer le monde de demain. Alors, voilà, ça y est, ça défile correctement. On s'était fixé précisément 4 axes de recherche au tout début. Donc, la banque face aux risques, les risques qui sont effectivement nombreux, notamment les risques financiers. La banque dans l'économie, en cherchant à voir comment les comportements bancaires pouvaient influencer les performances macroéconomiques. La banque et le comportement des acteurs, où il s'agissait d'exploiter le potentiel de notre laboratoire d'économie expérimentale, le LABEX, pour traiter des questions et des problématiques bancaires. Et enfin, 4e thème, la banque dans la société, en s'interrogeant sur la responsabilité sociale et sociétale des banques. Alors, on ne va pas vous présenter avec Jean-Laurent l'ensemble des résultats des travaux de recherche ce soir. On va plutôt creuser 3 thèmes, 3 questions qui font écho à nos travaux de recherche et qui nous ont semblé particulièrement importants, intéressants et aussi d'actualité. Alors, premier thème, quel est l'impact de la BCE sur le niveau actuel des taux d'intérêt à long terme, sachant qu'il y a un lien très fort entre les taux d'intérêt à long terme et les marges d'intermédiation et la rentabilité des banques. Deuxième thème, quelle est dans les faits la spécificité des banques mutualistes et coopératives, surtout quand on les compare à leurs concurrentes du côté des banques capitalistiques, les banques traditionnelles. Troisième question, quelle contribution des banques, au-delà de leur contribution économique, y a-t-il possiblement une contribution sociale, sociétale? Voilà, j'ai résolu quelques-uns de mes problèmes. S'agissant du premier thème, quel est l'impact de la BCE sur le niveau des taux d'intérêt à long terme? Voilà, il faut partir de la situation actuelle, qui est le niveau très bas des taux d'intérêt à long terme et la faible pente de la courbe des taux. Je rappelle la différence entre les taux longs et les taux courts, un taux à 10 ans moins un taux à 3 mois, à 1 an par exemple. La faiblesse de la pente de la courbe des taux pèse aujourd'hui fortement sur les marges d'intermédiation et la rentabilité des banques. Alors, cette situation existait avant la crise du Covid. Elle est liée au pilotage monétaire de la BCE dans le contexte déflationniste de la crise de la dette souveraine, avec la mise en place en mars 2015 du quantitative easing, le premier quantitative easing en zone euro. Il s'agissait d'acheter des obligations d'État financées par une création monétaire pure et simple de la Banque centrale. Alors, on a ici 2 graphiques repris de Natixis, de ses publications, merci Patrick Artus une nouvelle fois, qui illustrent les mécanismes en jeu. Vous avez, je ne sais pas si vous voyez la flèche, vous avez tout d'abord le niveau des taux d'intérêt à long terme sur les obligations d'État, voilà, en gris. Il faut savoir que le niveau des taux d'intérêt à long terme sur les obligations d'État est un
un point d'ancrage pour les taux d'intérêt sur les crédits pratiqués par les banques. Un peu en dessous, vous avez le TLTRO, qui est un taux de refinancement des banques sur des opérations ciblées. Il est à 0 depuis plusieurs années. Il a été porté à moins 1% au début de l'année 2020. Mais il faut savoir que le principal taux de refinancement, c'est le taux refi, et lui, il est à 0 depuis mars 2016. Donc, ce qui fait que la marge d'intermédiation des banques est très simple à calculer. Hein, c'est 0 pour le taux long, moins 0 pour le taux refi, et ça fait 0. Donc, c'est la marge que reçoivent les banques sur les nouveaux crédits octroyés dans la période actuelle. Alors, quelques mots sur le quantitative easing de la BCE à partir de mars 2015. Hein. Il avait vocation à faire baisser les taux d'intérêt longs et alléger les coûts de financement des banques de la zone euro. Alors, il se trouve que dans une recherche réalisée dans le cadre de la chaire, on a montré que, paradoxalement, le quantitative easing de la BCE n'a eu que peu d'impact sur le niveau des taux longs. Alors, il faut donc trouver d'autres arguments, ou il faudrait trouver d'autres arguments pour expliquer le bas niveau des taux longs. Alors, ça peut être possiblement des anticipations d'inflation durablement basses, un excès global d'épargne dans la zone euro et dans le reste du monde. Et on a envie de se poser la question suivante, est-ce qu'il en est de même aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'avec la mise en place du PEP en mars 2020, je rappelle que c'est le Pandemic Emergency Purchase Programme, est-ce qu'il en est de même? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a toujours pas d'efficacité, de trace de l'impact de la BCE sur les taux longs? Alors, je répondrai assez rapidement. Probablement et heureusement non. On sait que les pertes d'activité liées au Covid et la compensation des revenus par l'État, compensation des pertes de revenus par l'État ont fait baisser en France le déficit public de 2% à 10% et passer la dette publique de 100% à 120% du PIB. Les financements monétaires des déficits publics par des achats d'obligations sur les marchés secondaires ont permis le maintien des taux longs à un niveau bas proche de 0. C'est ce qu'on a vu sur les graphiques. Alors, je passe à la slide suivante. Sans l'intervention de la BCE, il aurait fallu une forte hausse des taux pour capter l'épargne supplémentaire nécessaire pour assurer les financements publics et aussi pour satisfaire une prime de risque normalement plus forte sur la dette publique avec la montée du ratio dette sur PIB. De même, les détenteurs d'obligations d'État émises avant la crise du Covid auraient pu eux aussi réclamer une prime de risque élevée. Certains d'entre eux auraient pu pour cela vendre leurs titres. Dans les faits, il n'en a rien été. Et tout se passe finalement comme si les marchés obligataires ne se préoccupaient plus du risque de crédit sur la dette souveraine ou se disaient de manière équivalente que les dettes publiques détenues par la BCE étaient ou seraient de fait annulées. Donc je termine sur ce point par une question. Faut-il vraiment croire que les dettes publiques détenues par la BCE seront ou pourront être annulées? Alors, je ne vais pas répondre à cette question, mais je tends un peu la perche à Patrick Artus, qui a beaucoup écrit sur cette question. Et je sais qu'il a un avis très précis là-dessus. Alors, j'en viens, slide suivante, à notre deuxième thème, quelle spécificité dans les faits des banques mutualistes et coopératives? Alors, on a réalisé, dans le cadre de la chaire, une synthèse de la littérature académique sur les banques coopératives, leur fonctionnement en Europe, en les opposant de manière systématique à leurs consoeurs de type capitalistique avec des actionnaires, alors que les banques coopératives et mutualistes ont des sociétaires qui sont aussi les clients de ces banques. Donc, c'est une synthèse assez monumentale réalisée par Simon Cornet, que je salue, qui est chercheur, membre de la chaire. Alors, cette recherche montre que malgré des stratégies d'hybridation de certaines banques mutualistes, il demeure dans les faits des différences marquées. Alors, elles ont globalement un modèle bancaire plus intermédiaire, qui est centré sur le couple crédit-dépôt avec moins d'activités de marché financier, de gestion de portefeuille. Elles pratiquent surtout des relations de financement sur le long terme avec leur clientèle, en cherchant une information qualitative sur la solvabilité de cette clientèle et pas forcément quantitative en ayant recours à des
tests statistiques de type scoring que nos étudiants connaissent bien par ailleurs. Je passe à la slide suivante. Je suis désolé de procéder de la sorte. Ces banques mutualistes et coopératives ont globalement un comportement moins procyclique, avec une offre de crédit et des taux d'intérêt qui sont plus lissés dans le temps. Donc, elles affichent globalement une moindre réactivité au choc macroéconomique. Elles ont en moyenne une rentabilité plus faible, mais elles sont aussi moins risquées que leurs consoeurs de type capitalistique, ce qui contribue, cette stabilité des résultats, à la stabilité systémique du secteur bancaire. Dernier point, et c'est un peu la synthèse, les relations long terme avec une clientèle locale contribuent véritablement au développement du tissu économique et industriel au niveau territorial. Alors, je passe à la slide suivante. On a par ailleurs, dans le cadre de la chaire, construit un modèle macroéconomique avec en son sein deux secteurs bancaires, un secteur bancaire dual avec des banques mutualistes et de l'autre côté des banques capitalistiques, pour voir étudier les propriétés d'équilibre de cette cohabitation et pour essayer de valider les résultats de la synthèse que je viens d'évoquer. Alors, les résultats de ce modèle sont les suivants. On a effectivement un comportement des banques mutualistes moins affecté par les chocs macroéconomiques, une plus faible réactivité aux impulsions de politique monétaire. Elle serait donc un facteur de stabilité, voire de résilience pour l'économie. Voilà, je laisse la parole à Jean-Laurent pour le troisième thème, la troisième question. Bien, merci Franck. Donc, merci à tous. Donc, dans le cadre des travaux de la chaire, nous sommes intéressés à la responsabilité sociale des banques et nous avons traité plutôt deux aspects en détail. L'un, c'est de dire que les banques sont finalement hétérogènes quant à leur relation avec l'impact social qu'elles souhaitent développer. Et ça sera le premier thème que je vais aborder. Et ensuite, l'investissement RSE des banques, l'implication des banques dans la responsabilité sociale des entreprises est plus ou moins forte. Et nous avons essayé de déterminer quels étaient les déterminants de cette implication des banques dans la responsabilité sociale. Donc, si on slide suivante, s'il vous plaît. Donc ici, j'ai essayé de schématiser un des travaux importants, plutôt théoriques, menés dans le cadre de la chaire, qui était de proposer une vision globale de l'ensemble des institutions financières qui pouvaient essayer de créer un impact social. Donc dans ce schéma, j'ai mis d'un côté les ressources que recevaient les institutions financières. Et donc, on le voit, ces ressources peuvent être des ressources au prix du marché ou alors des ressources gratuites. Et on peut espérer qu'il y a un espèce de continuum entre ces différentes ressources. Et par ailleurs, du côté des emplois, on a aussi, les banques peuvent proposer des financements aux entreprises ou aux activités sociales, soit au prix du marché, soit à l'autre extrême de manière gratuite. Et là aussi, on peut avoir un continuum entre ces différents emplois, ces différents financements de l'économie et de la sphère sociale. La question qui se pose, c'est qu'il faut trouver un équilibre pour que ces institutions financières fonctionnent. Il faut trouver un équilibre entre le coût des ressources qu'elles reçoivent et le coût des emplois qu'elles proposent. Et donc pour cela, on s'est interrogé sur le type de ressources qu'elles pouvaient avoir. Et l'un des grands intérêts de ce papier, c'était de montrer que un type de ressources devenait très important à l'époque actuelle. Comme l'a dit Franck, on est en période de taux bas. Et jusqu'à présent, on avait deux cas extrêmes. Soit on avait des dons, soit les banques proposaient
des prêts à des taux inférieurs au taux du marché. Et là, ce que le papier démontre un petit peu théoriquement, c'est qu'il serait intéressant d'avoir des institutions financières qui proposent des prêts à des taux négatifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on ne reçoit pas l'entièreté du remboursement du capital. Donc, ce type d'intermédiation n'est pas facile à mettre en œuvre, mais du point de vue macroéconomique et du point de vue de leur impact social, ce que démontre le papier, c'est que ce type d'institution serait très utile, surtout en période de taux bas, où, comme on l'a vu, prêter maintenant en dessous des conditions du marché, ça veut dire prêter à des taux négatifs, en fait. Et ça, pour diverses raisons, ce n'est pas en pratique toujours facile à construire pour des institutions financières à but social. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante? Donc maintenant, j'essaie de creuser un petit peu la logique du fonctionnement de ces institutions sociales. Donc je garde mon triptyque ressources, banques et emploi. Donc du côté des ressources, on peut s'interroger sur pourquoi les investisseurs acceptent des rémunérations plus faibles pour leur investissement. Donc là, la grande réponse, c'est qu'ils compensent la perte de revenus financiers par d'autres satisfactions, on dirait en économie, c'est-à-dire qu'ils veulent que leur investissement corresponde à leur valeur. S'ils veulent aider les plus pauvres ou s'ils veulent améliorer les effets sur l'environnement des activités économiques, ils sont prêts à sacrifier une partie de leur rentabilité financière pour obtenir ces impacts hors impact financier. D'un autre côté, un autre aspect des recherches, c'est se demander, je veux investir en ligne avec mes valeurs, je ne fais pas directement l'investissement, c'est un investissement intermédiaire à travers des institutions financières, des banques. Comment puis-je être sûr que les valeurs que je souhaite développer sont bien prises en compte par l'institution auquel je donne mon argent? Donc ça, c'est le deuxième grand thème que nous avons essayé de développer. Du côté de la banque, donc, ces exigences des apporteurs de ressources doivent être prises en compte. Donc, on peut se demander comment les banques peuvent rassurer les investisseurs quant à l'utilisation de leur argent. C'est un peu le cas de toutes les institutions qui travaillent dans le domaine social. Donc là, il y a grosso modo 3 grandes façons de faire. Première façon, c'est évidemment la transparence. Il faut que la banque soit assez transparente sur la façon dont elle utilise les fonds, la façon dont elle sélectionne les projets qui vont être financés. Et la deuxième méthode, c'est la gouvernance de la banque. Évidemment, les apporteurs de capitaux souhaitent financer des projets sociaux. Ils ne souhaitent pas forcément financer les dirigeants de la banque ou les propriétaires de la banque, quelle que soit la forme juridique que prend la banque. Donc il faut que la banque puisse rassurer les investisseurs sur sa capacité à bien utiliser leurs ressources vers les directions que les investisseurs souhaitent. Et ensuite, il y a un autre aspect qui nous amène aux emplois, c'est que la banque doit être capable d'orienter les fonds vers les projets qui sont souhaités par les investisseurs sociaux en fonction des valeurs qu'ils ont exprimées. Donc ça, c'est ce que j'ai mis dans la partie emploi. Donc c'est comment atteindre les publics visés pour ce genre de banque. Et ce qu'on appelle le double screening, c'est qu'il va y avoir non seulement un screening, bien sûr, économique et financier de l'emprunteur, mais il doit y avoir aussi un screening pour vérifier que l'emprunteur utilise bien les fonds en relation avec les valeurs ou les objectifs sociaux qui sont demandés par les investisseurs qui financent la banque. Ce double screening génère des coûts supplémentaires puisqu'il faut non seulement vérifier la santé financière, mais aussi vérifier l'activité sociale de l'emprunteur. Et pour ces banques sociales, cela génère un défi en termes de coûts puisqu'il faut
ajouter de nouveaux frais aux frais classiques des banques, et donc il faut financer ces frais. Alors la question qui se pose, c'est ce qui a été développé dans un autre papier. Donc je voulais dire que oui, l'ensemble de ces travaux ont été essentiellement portés au sein de la chaire par Simon Cornet, qui est un chercheur spécialisé dans ce domaine des banques sociales, coopératives. Et donc ce qu'il montre, c'est que ces banques ont un coût du travail. Il fait des études sur des échantillons de banques européennes et il montre que ces banques ont un coût du travail, donc les banques sociales, inférieur aux banques classiques. Donc ça veut dire que non seulement ces banques peuvent bénéficier de ressources financières, donc de la part des investisseurs qui sont plus faibles que celles des banques traditionnelles, mais elles bénéficient d'un coût du travail également qui est plus faible que celui des banques traditionnelles, ce qui veut dire que les salariés contribuent aussi et souhaitent travailler dans des banques sociales en fonction de leurs valeurs et contribuent aussi à l'impact social de la banque. Ce qui fait qu'au total, si on compare dans les études les coûts opérationnels globaux des banques sociales, ils ne sont pas plus élevés que les coûts opérationnels des autres banques, bien qu'elles aient des activités supplémentaires d'analyse des projets. J'en viens maintenant, slide suivante s'il vous plaît. À l'implication RSE, c'était le deuxième thème que j'avais annoncé, l'implication RSE de l'ensemble des banques. Donc, nous nous sommes concentrés sur l'impact de la gouvernance sur cet investissement RSE, donc en essayant d'isoler les caractéristiques que j'ai mis à côté, donc les caractéristiques de l'environnement législatif, socio-économique qui peut aussi influencer l'implication RSE des banques et les autres caractéristiques des banques, c'est-à-dire par exemple leur taille ou leur performance économique et financière. On sait que plus une entreprise est performante de manière financière, plus elle a des ressources, plus elle est tentée, elle a les moyens de faire des activités RSE. Donc j'ai exprimé des intersections puisque les caractéristiques des banques, les caractéristiques de l'environnement socio, juridico-économique intersectent avec la nature de la gouvernance de la banque. Slide suivante, s'il vous plaît. Ah, ça ne tourne pas. Donc, ce que je voulais montrer, je vais continuer en attendant que la slide avance. Ce que je voulais montrer, c'est que dans la gouvernance, on utilise en tout cas en finance, il y a 3 aspects. Donc, on s'intéresse aux propriétaires de la banque, on s'intéresse aux dirigeants, alors c'est caché par le petit cœur, mais ce sont les dirigeants de la banque, et on s'intéresse aux relations entre ces propriétaires et les dirigeants. Donc les relations se font à travers les assemblées générales des propriétaires et les conseils d'administration. Donc ces 3 aspects, propriétaires, dirigeants et relations entre les deux, concernent, pour simplifier, c'est ce que l'on résume par la gouvernance bancaire. Et ce que nous voulons montrer, c'est comment ça influence l'implication RSE des banques. Donc pour être un petit peu plus précis, les propriétaires des banques sont hétérogènes. On a des banques dont les actionnaires sont largement diversifiés. On a des banques qui sont possédées par des familles ou par des États ou par d'autres banques ou par des entreprises. Et donc, ce qui nous intéressait, c'est de voir si la nature du propriétaire et la concentration de la propriété avaient un impact sur l'implication RSE. Donc, on peut imaginer que peut-être des banques étatiques ont plus de sensibilité RSE que des banques possédées par des industriels, par exemple. Ou alors, peut-être que les banques familiales aussi ont une implication RSE plus importante. Ensuite, pour la prise de décision, les propriétaires passent par les dirigeants et passent par le contrôle qui est le conseil d'administration. Donc, il nous a semblé aussi intéressant de voir si la nature du conseil d'administration et ses caractéristiques pouvaient influencer l'implication RSE des banques.
Enfin, c'est pour ça que j'ai mis un petit cœur, les dirigeants eux-mêmes ont leurs propres valeurs. Il n'y a pas que les investisseurs qui ont des valeurs qui peuvent être différentes de la simple maximisation des ressources financières. Et ces valeurs du dirigeant peuvent aussi avoir une implication sur une incidence sur l'investissement RSE des banques. Enfin, l'application RSE, c'est un domaine assez large, il y a plusieurs dimensions et nous avons essayé de montrer quelles pouvaient être les différentes dimensions de ces implications RSE des banques et comment les facteurs que j'ai expliqués, la diversité des propriétaires, les valeurs des dirigeants et les outils de la gouvernance pouvaient influencer ces différentes dimensions. Est-ce qu'on investit plus facilement dans l'environnement ou est-ce qu'on investit plus facilement dans l'impact sur sociétal ou est-ce qu'on investit plus facilement sur la diversité au sein de la société et au sein de la banque en fonction des valeurs des propriétaires, des dirigeants et des organismes RSE. Voilà, je crois que j'ai été peut-être un petit peu long. Je vous remercie et je passe à la dernière slide parce que je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui ont travaillé à cette chaire. Donc, je trouvais très intéressant, Sophie a parlé au départ de co-construction et c'est vrai qu'au sein du comité pilotage de la chaire, il y avait des débats assez importants entre d'un côté les partenaires académiques, dont avec Franck nous faisons parler, mais je voudrais citer Simon Cornet, Franck Moreau que vous avez entendu au départ, Fabien Rondeau, Nadia Sagui, et surtout les partenaires professionnels, les partenaires de la chaire, donc de la Banque de France, qui nous donnait souvent un éclairage assez général sur le comportement des banques et des entreprises, et nos deux partenaires principaux, qui étaient la Banque Populaire Grand Ouest et Arkea. Donc ces débats étaient intéressants. Alors je ne vais peut-être pas citer tous les noms, je vais citer les noms de nos partenaires principaux, donc UT de Grélin-Bouloin, Alexandre G, Régis Guilloni et Christophe Poteau du côté de la Banque Populaire Grand Ouest, et du côté d'Arkea, Morgane Gênes, Antoine Lefebvre, Yann Jolivet et Rachel Roudot. Donc ces débats étaient intéressants parce que en tant qu'universitaire, on a tendance à s'écarter un petit peu des préoccupations précises et au jour le jour et très concrètes des banques. Et de notre côté, c'était intéressant de voir quelles étaient les préoccupations et comment mettre en place certains aspects que nous voulions développer, tant que dans la gestion des risques que justement dans l'application RSE ou dans les aspects économiques de l'impact économique des banques. Justement, on va leur laisser la parole. Ouais, Jean-Léon, on va leur laisser la parole puisqu'ils sont présents. Donc, sans plus attendre, je demanderai à Yann Le Jolivet de rebondir sur ses propos et de nous faire un témoignage de son expérience autour de cette chaire. Bonsoir Yann, merci beaucoup d'être là. Merci Sophie, bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour respecter, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais pour respecter le temps imparti, je voudrais simplement rappeler que le groupe Arkea est partenaire fondateur de la fondation RENA et c'est quasi naturellement qu'on s'est lancé dans le challenge de la chaire qu'on évoque ce soir. Donc bravo, je le dirais qu'une fois, donc bravo à toutes celles et tous ceux qui en ont assuré le succès. En effet, comme l'a rappelé tout à l'heure Jean-Laurent Viviani, en fait, on a eu un seul mantra au tout départ, c'est-à-dire voilà, on voulait parler de la banque dans l'économie réelle et face à l'économie réelle. Ça nous semble naturel, on a un établissement coopératif et mutualiste. À l'heure où beaucoup cherchent à définir leur raison d'être, nous, nos territoires d'implantation sont avant tout des territoires d'enracinement. Donc, on a une relation quasiment incestueuse avec nos territoires et l'ensemble de nos partenaires et nos clients. Donc, c'est important de le souligner. Et pour reprendre une formule que j'adore chez le professeur Champeau, c'est que on a compris depuis longtemps qu'une entreprise, elle n'était pas seulement productive, mais qu'elle devait être contributive. Voilà. Alors, si on se remet un petit peu en perspective, 2018-2020, il y a quasiment une époque on a changé d'époque. Le point de départ, au-delà de l'économie réelle, c'est de se dire que quand on a porté la chaire sur les fonds baptismaux, la banque était globalement reconnue comme un partenaire engagé, mais traditionnellement, on va dire très contesté ou très contestable. Et depuis lors, alors je parle d'un changement d'époque. D'abord, l'engagement de la banque comme acteur économique aujourd'hui, il fait vraiment plus débat parce que aller négocier un PGE, un prêt garanti par l'État avec une néobanque, vous verrez comment ça se passe. Je vous souhaite bon courage. Sur les risques, on a notamment les stress tests de la BCE qui rétrospectivement nous apparaissent comme des parcours de santé au regard
de ce que la réalité a rattrapé la fiction. On a de même une régulation qui s'est faite très, très compréhensive par rapport aux problématiques de financement de l'économie et pour les acteurs bancaires. Et enfin, je soulignerai rapidement également qu'on a peut-être pas l'émergence de risques nouveaux, en tout cas un changement de nature, une forme de transmutation un petit peu de nos risques traditionnels. Ils ont été évoqués rapidement tout à l'heure dans le PowerPoint, on les a creusés, mais le risque sanitaire au risque de faire un pléonasme, on s'aperçoit qu'une pandémie universelle, c'est pas une vue de l'esprit. Que sur le risque de taux aujourd'hui, c'est peut-être la politique de la Banque Centrale Européenne, parce qu'il y a eu une accoutumance à ce qui était prévu comme un traitement antibiotique, et que la question c'est de savoir le sevrage, c'est pour quand. Sur le risque de défaut, ben, on voit bien qu'aujourd'hui, on n'hésite plus à pousser la dette avec l'encouragement des pouvoirs publics. Donc, un changement d'époque est quasiment un changement total en moins de 2 ans et quasiment sur les 9 derniers mois. Alors, tout à l'heure, en introduction, David Alice, le président de Rénin, donc, expliquait qu'il fallait penser l'avenir grâce au cher. Il faut penser l'avenir, mais également, il faut penser avec un A le présent. Et je voudrais faire un petit rappel sur l'utilité de ce partenariat entreprise bancaire et financière avec des membres de l'université, donc toute la science académique, parce qu'on doit faire œuvre de pédagogie. Et je voudrais le résumer de manière très, très simple en 3 questions. On voit bien qu'aujourd'hui, quand on nous demande peut-on impunément créer indéfiniment de la monnaie, la dette créée sera-t-elle obligatoirement remboursée et si oui, par qui? Pourquoi hier Maastricht et ses critères et aujourd'hui, après l'open banking, il y a l'open bar? Toutes ces questions-là aujourd'hui qui, allez, au moment du déconfinement au mois de mai, étaient imposées de manière un petit peu goguenarde aux établissements bancaires et financiers, relèvent aujourd'hui du champ plutôt de l'inquiétude. Hein, on est passé clairement dans ces questions pédagogiques posées de la comédie à la tragédie, et donc le partenariat entreprise bancaire et université est fichtrement important. Donc on est dans une deuxième période aujourd'hui de confinement, et là on voit bien que c'est une fois de plus l'économie réelle qui est impactée par ce qui est en train de se passer. Donc en quelque sorte la boucle est bouclée et le principe de réalité finit toujours par s'imposer. Alors pour finir par une citation, Commerson disait de manière un peu dramatique que la réalité est le corbillard des illusions, à déconnecter totalement de l'actualité outre-Atlantique aujourd'hui, mais cette réalité-là, en tout cas cette réelle politique économique et financière dans laquelle on est entré, c'est une nouvelle ère, et c'est véritablement encore un beau champ d'investigation pour les travaux universitaires, quelle que soit la forme qu'ils vont prendre et le cadre dans lequel ils seront réalisés. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les manuels bancaires et financiers ne suffisent plus. La théorie, vite d'ailleurs contestée souvent par la réalité, est en train de s'écrire au quotidien. Voilà le petit retour d'expérience au nom d'Arkea que je voulais vous donner ce soir. Merci beaucoup, Yann. Je donne tout de suite la parole à Bruno Pin pour la Banque Populaire Grand Ouest. Merci, bonsoir à tous. Écoutez, moi je suis ravi d'accompagner au nom de la Banque Populaire Grand Ouest ces études qui ont le double intérêt pour nous de nous faire sortir un peu de la réalité parfois violente et brutale du quotidien, et puis de rappeler que le partage de la connaissance, c'est quelque chose qui est un point essentiel, même si aujourd'hui les commerces de connaissances et d'art ne sont pas rentrés dans les points essentiels. Je voudrais juste partager le point qui me paraît le plus important, c'est cet aspect spécifique du modèle coopératif que vous avez évoqué dans vos recherches. Je pense que par essence, une banque coopérative est RSE. Par essence, elle est attachée à son territoire. Par essence, elle est ancrée au quotidien avec les acteurs du territoire. Et mon collègue d'Arkea en a parlé. Et je pense que toutes les banques coopératives en France contribuent très, très largement à la solidité du système bancaire français. On a tous en tête la crise financière de 2008-2009, qui a vu de nombreux établissements américains ou anglais ou ailleurs dans le monde faire faillite. Je crois me souvenir, à ma connaissance, qu'aucun établissement français n'a fait faillite, et je pense que le socle coopératif est un soutien fort dans cette partie-là, un soutien fort dans l'économie au quotidien, avec tous les acteurs. Après, il faut juste se rappeler, et vous l'avez en tête, hein, une chose simple que vous évoquiez dans votre graphique tout à l'heure. Le métier central d'une banque, à l'origine, c'est de faire du crédit avec les ressources dont elle dispose. Et la différence, c'est entre le taux long et le taux court. Et effectivement, quand on a 0, moins 0, ça ne fait pas beaucoup de création de valeur. Quand on fait des PGE, comme aujourd'hui à 0, ça ne fait pas beaucoup de création de valeur quand on ne regarde que l'aspect financier du sujet. Or,
nous avons besoin aujourd'hui d'aller au-delà de cet aspect purement financier, parce que je pense que les banques sur le territoire français, et particulièrement le modèle coopératif, se doivent d'accompagner la transition. Les transitions, j'ai envie de dire. Elles portent des valeurs, elles portent un fonctionnement, elles portent une relation à l'économie et aux sociétaires qui sont détenteurs du capital, qui permet d'avoir une vision un peu autre, un peu plus longue. Vous le faisiez remarquer tout à l'heure, effectivement, une banque coopérative est sur le long terme, même si la cruauté du moment et les risques qui sont en train de naître avec cette crise financière, économique, pardon, plutôt liée au sanitaire, sont quand même très violentes. Mais pour autant, notre enjeu, c'est d'être présent aujourd'hui, de dialoguer avec vous, de dialoguer avec cette partie de connaissances, de questions que vous avez à soulever et à partager avec vos étudiants. Et notre vrai intérêt, c'est de soutenir cette recherche parce qu'une nouvelle fois, entre notre discours parfois très technique et pour lequel on se dit, on comprend tout ce qu'on dit, et la réalité de la perception que le grand public peut avoir et donc les étudiants peuvent avoir, il y a parfois un monde et une différenciation forte. Et la RSE, pour moi, est quelque chose qui est au cœur de l'activité bancaire coopérative. Les enjeux de demain ne sont pas simplement des enjeux de financement. Les enjeux de demain sont des enjeux de comment gérer la transition pour nos générations futures, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient managériales, comment accompagner demain la nouvelle création de valeur. Alors c'est vrai que quand on prête à zéro et qu'on a zéro de marge sur un crédit, la création de valeur peut être un peu conceptuelle, mais je ne veux pas vous faire pleurer, la banque est une activité de stock et l'avantage c'est d'avoir aussi un stock d'encours qui génère encore un peu de revenus. Ce mode bancaire que vous connaissez tous est bouleversé par plein de choses, par plein de crises. Je ne suis pas très craintif sur le fait que les banques digitales vont nous mettre par terre. Quand on fait le point en France, les banques digitales captent des clients, mais le solde est toujours positif vers les banques physiques. Nous devons être de plus en plus investis sur le mouvement digital, mais nous avons autre chose à offrir. Et je pense que le vrai intérêt de ces échanges avec vous, c'est de porter le regard d'une banque en tant qu'acteur économique du terrain, du quotidien, qui voit la réalité des projets parfois ambitieux et parfois enthousiasmants et qui est confronté au quotidien avec particulièrement en ce moment le choc majeur de cette crise qui, à ma connaissance, je suis banquier depuis 30 ans, n'a jamais eu d'équivalent en termes de violence, en termes de globalité. Et pour autant, je suis convaincu que le système bancaire aujourd'hui est une des solutions de la crise, alors qu'il en était peut-être une des causes en 2009. Et je pense qu'on est intimement liés à notre territoire et on ne peut pas se dire je suis une banque et je vais bien dans un territoire qui lui va mal ou qui souffre. Donc on a une connivence et une implication énorme à avoir avec nos territoires et nos acteurs économiques et ce lien avec les chaires que nous accompagnons avec l'Université de Rennes me paraît essentiel pour garder ce lien et cette connexion au quotidien. On en est convaincu. Merci beaucoup. Sans plus attendre, on va écouter Patrick Artus qui a accepté de nous traiter la banque face à la récession vers un nouveau modèle. Et effectivement, on est très, très impatient d'avoir votre point de vue, Monsieur Artus. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on vous écoute avec plaisir. Très bien, bonsoir à tous. Donc, évidemment, ce que je vais dire va avoir plein de connexions avec ce qui vient d'être dit dans les 4 ou 5 présentations qui précèdent. Et donc, mais je vais essayer de replacer ça dans un cadre qui est la façon dont je réfléchis à la question des banques. Alors, je rebondis sur ce qui a été dit par mes 2 collègues, si je peux dire ça, des banques. Et en titre d'introduction, on s'aperçoit finalement que c'est une grande chance d'avoir une économie financée par les banques. Quand on compare ce qui se passe dans cette crise en Europe ou en France et aux États-Unis, vous avez une économie où les entreprises sont financées sur les marchés. Vous voyez qu'en Europe et en particulier en France, on a pu extrêmement rapidement prêter aux banques, soutenir les banques, donner alors cette transmission de soutien par les prêts, par les PGE, en particulier au système bancaire, alors que la Réserve fédérale, qui a essayé de transférer des ressources et de prêter de l'argent aux PME américaines, n'y arrive pas, parce qu'il n'y a pas ce réseau, il n'y a pas cette tuyauterie. Nous connaissons nos clients. Aux États-Unis, les banques
prêtent très peu aux entreprises. Et donc, il n'y a pas eu du tout cette capacité de transférer de la ressource aux PME en particulier, que nous avons eu, nous, en Europe et en particulier en France. Donc, je crois que cette crise révèle, et on le savait déjà, mais enfin, ça le révèle dans la réalité, la réelle supériorité du modèle de financement bancaire par rapport à un modèle de financement de marché des entreprises. Je crois que c'est quelque chose qui est très fort comme conclusion. Alors cependant, je voulais me concentrer ce soir, ayant dit ça, et donc étant très content d'être dans un pays où le financement des entreprises se fait largement par les banques, je voulais mettre en avant 2 défis que vont devoir traiter et résoudre les banques européennes dans les années qui viennent. Le premier défi, c'est celui du modèle profond de la banque et de la régulation des banques. Et le second défi, c'est celui de la taille des banques et des rendements d'échelle. Alors, premier sujet sur lequel je voulais échanger avec vous ce soir, c'est une réflexion sur le modèle des banques et qui va rejoindre un certain nombre de choses qui ont été dites par Franck Martin tout à l'heure. La banque, c'est un animal extrêmement bizarre. C'est un animal, un agent économique qui a un actif risqué et un passif sans risque. Alors, l'actif des banques est de plus en plus risqué. Il y a de plus en plus de crises, et dans les crises, il y a de plus en plus de défauts. Il y a la transition énergétique, et ça veut dire que certaines entreprises vont détruire du capital. Vous connaissez tout le travail qui est fait de la transition énergétique, en particulier le fait qu'une partie du capital va être inutilisable, les stranded assets. Et puis, bien sûr, tout ceci, j'y reviendrai, se passe dans un environnement, et ça a été dit à l'instant, de rentabilité bancaire assez faible. Franck a montré tout à l'heure le rendement des banques, je vais y revenir. Donc, on a un actif qui est risqué et qui risque de devenir de plus en plus risqué. Et là, la banque est très différente d'un fonds d'investissement, parce qu'un fonds d'investissement transfère le risque aux épargnants. La banque, elle, a un passif totalement sans risque. Et vous savez qu'il y a une demande sociale et politique extrêmement forte pour que le passif des banques soit un passif sans risque. Personne ne veut qu'un dépôt bancaire soit risqué. Alors bien sûr, ceci est aidé par l'assurance des dépôts, mais comme vous le savez, essentiellement, ce qu'on essaie de faire, et c'est toute la théorie de la banque, c'est d'arriver à faire vivre cet animal bizarre qui a un actif très risqué et un passif qui doit être totalement sans risque. Et la technologie qu'on utilise pour faire cela, c'est la technologie des fonds propres. C'est la base de la régulation des banques. À nouveau, il y a plein d'annexes, mais essentiellement, la base de la régulation des banques, c'est de demander aux banques d'avoir un coussin de fonds propres qui soit suffisamment important pour absorber les possibles pertes sur l'actif et maintenir le caractère radicalement sans risque du passif. Et régulation après régulation, les besoins de fonds propres des banques ont été accrus. Vous savez qu'aujourd'hui, on a une régulation où on calcule les besoins en fonds propres de CET1, de vrai capital, et qu'avant cette crise, les banques européennes avaient un ratio de CET1 qui était de 14% et qui était 2 fois plus élevé que 5 ans auparavant. Et donc, on a énormément demandé aux banques des fonds propres parce qu'on veut être absolument certain qu'à tout moment, ces fonds propres, à nouveau, absorbent les possibles pertes sur l'actif des banques. Alors, on voit bien l'objet du régulateur. Le régulateur a un objectif qui est qu'il n'y ait pas de problème avec les dépôts et que les dépôts soient radicalement sans risque. Alors, juste un mot avant de vous montrer le fond de ce problème. Il y a eu tout un débat entre économistes à un moment sur cette question de la séparation de la banque de détail et de la banque d'investissement, avec l'idée que le danger venait de la banque d'investissement et donc que pour préserver les dépôts, il suffisait que les banques qui reçoivent les dépôts ne soient pas en même temps des banques d'investissement. J'ai toujours battu beaucoup contre cette idée. La réalité, c'est la banque de dépôt qui génère des risques. Le vrai risque bancaire, les grandes crises bancaires, c'est quand les emprunteurs ne remboursent pas leur crédit. Donc, ça se passe du côté de la banque de détail et pas vraiment du côté de la banque d'investissement. Et donc, je crois que la solution n'est pas la séparation. Donc, la solution qui a été retenue, c'est à nouveau de demander des niveaux de fonds propres de plus en plus élevés. Et d'ailleurs, il est à peu près certain qu'après la crise de la Covid, les régulateurs recalibreront les stress tests des banques
en se disant, mais vous avez vu, on peut perdre 10 points de PIB, on ne pensait pas qu'on pouvait perdre 10 points de PIB, et donc on va vous demander d'avoir encore plus de fonds propres qu'avant la crise de la Covid. Quel est le problème? Le problème, c'est que si vous avez un agent économique ou un intermédiaire comme une banque, donc qui a un actif très risqué et qui doit avoir beaucoup de fonds propres, bah, comme son actif est très risqué, le risque de détention des fonds propres est très élevé, donc ces fonds propres incluent une prime de risque très élevée. Regardez sur les marchés, regardez la prime de risque qu'on demande sur les actions des banques, qui est tout à fait considérable. Le marché valorise bien un risque bancaire élevé. Et donc, les banques doivent avoir beaucoup de fonds propres dans un environnement où ces fonds propres sont très chers parce que le risque bancaire est élevé et que les primes de risque qu'on demande aux banques sur leur capital sont aussi très élevées. Et vous voyez la très grande difficulté. Comment on fait quand on a une banque pour pouvoir emprunter des quantités, enfin emprunter non, lever un capital très important et rémunérer à un niveau élevé ce capital, puisque ce capital est risqué, alors que, et Franck Martin l'a montré tout à l'heure, la rentabilité des banques est faible, avec un ROE entre 5 et 6%, qui ne permet absolument pas de rémunérer un capital très élevé au niveau de prime de risque que demandent les investisseurs. Donc il y a un vrai problème dans le modèle et la théorie profonde de la régulation des banques. Cette régulation suppose que les banques sont capables de lever des fonds propres très importants et de les rémunérer au niveau exigé par les épargnants. Or, ce n'est pas possible, puisque les banques n'ont pas la rentabilité qui leur permet de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution? Alors, les régulateurs vont insister. À nouveau, après cette crise, on aura des demandes de fonds propres encore plus élevées et les banques seront confrontées à la nécessité de lever encore davantage de fonds propres. Et comme cette crise aura révélé une fois de plus le côté risqué de l'activité bancaire, les primes de risque exigées sur ces fonds propres seront aussi encore plus risquées et ce problème sera encore plus aigu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution à ce problème? Ce problème est absolument horrible. C'est je dois lever, moi, banquier, des fonds propres très importants. Je suis risqué, donc je dois payer cher ces fonds propres et ma rentabilité ne me permet pas de le faire. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme solution? En fait, il n'y a que deux ou trois solutions. La première, c'est que les banques redressent leur marge d'intermédiation, donc qu'elles arrivent à facturer davantage les crédits avec des marges d'intermédiation plus élevées qu'aujourd'hui. J'y reviendrai dans mon point suivant. Aujourd'hui, les marges d'intermédiation sont très faibles, bien entendu, comme l'a dit Franck Martin, parce que les taux d'intérêt sont bas, mais aussi parce qu'il y a énormément de concurrence. Il y a beaucoup de banques, il y a beaucoup de concurrence. Regardez ce qui se passe sur le marché des crédits aux ménages, par exemple, des crédits immobiliers. Et donc, on n'est pas du tout aujourd'hui dans un monde où les banques arrivent à redresser leurs marges pour augmenter leur rentabilité. Et la seconde solution, c'est que les banques aient des actionnaires qui ne demandent pas la rémunération de marché des fonds propres. Alors, ceci, ça peut être fait par des banques publiques, la BPI, un actionnaire qui ne lui demande en fait aucune rémunération de ses fonds propres. Et ça peut être fait par les banques mutualistes ou coopératives qui, en général, ont des exigences de rendement des fonds propres plus basses que les banques cotées sur les marchés. Mais pour une banque privée, les banques privées cotées sur les marchés, on a vraiment un problème absolument massif qui est cette nécessité d'avoir des fonds propres très élevés, de les rémunérer à un niveau très élevé et de ne pas générer les résultats qui permettent de le faire. Et donc, je suis très inquiet sur ce qui va se passer dans les prochaines années avec la partie privée du système bancaire européen qui sera coincée dans cette impossibilité. Et je suis ravi d'entendre vos points de vue sur cette question. Donc, ça donnerait d'ailleurs, sans doute, ça donne déjà un avantage compétitif très important aux banques mutualistes, puisqu'elles ont accès à des fonds propres beaucoup moins chers que les banques qui doivent payer le rendement de marché normal et les primes de risque de marché normal sur les marchés d'actions. La deuxième difficulté que je voulais évoquer rapidement avec vous et auquel les banques européennes vont être confrontées, et elles sont déjà confrontées, c'est que les banques vont passer ou sont en train de passer dans un environnement de rendement d'échelle croissant. Traditionnellement, quand on enseigne la théorie bancaire, quand on l'enseignait il y a 10 ans ou il y a 15 ans, on avait une théorie qui était basée sur des travaux empiriques d'évaluation des rendements d'échelle, vous vous rappelez sûrement de ça, où on trouvait en général que les banques les plus efficaces étaient les banques moyennes.
Il y avait une espèce de courbe en cloche. Hein. Les petites banques n'étaient pas très efficaces, les grandes banques n'étaient pas très efficaces, et il y avait une taille optimale de la banque qui était vers le milieu. Et je crois que ce monde est terminé, et je crois que de plus en plus, le monde bancaire est passé dans une situation de rendement d'échelle croissant, parce que nous sommes dans les banques confrontés à des coûts fixes de plus en plus importants. Alors, qu'est-ce que sont les coûts fixes? Les coûts fixes, c'est des coûts de déontologie. Hein. On a des compliance de plus en plus coûteux et lourds. Regardez le fameux KYC. Hein. Il faut documenter les clients de façon très précise. Et évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux et compliqué. On a l'analyse des risques qui est de plus en plus fouillée, la réalisation des stress tests demandés par les régulateurs, le financement de la technologie, des développements technologiques sur les moyens de paiement, sur le reporting pour les clients. Hein. Et tout ça coûte énormément d'argent et tout ça génère des rendements d'échelle extrêmement croissants. Je veux dire, le KYC, on peut le faire banque par banque, et si vous avez si tous les banquiers ont une entreprise comme client, ils pourraient finalement mutualiser cela. Et donc, tous ces coûts fixes massifs, regardez qui recrute les banques. Hein. Les banques recrutent à la déontologie, à la compliance, au risque et à l'inspection. Hein, et pas tellement dans les métiers de front office, en tout cas les banques que je connais. Donc, ces coûts fixes fabriquent donc des rendements croissants, parce que si je suis plus gros, si je suis une banque plus grosse, je vais étaler ces coûts fixes. Et donc, je pense qu'on est rentré dans un monde de banques avec des rendements croissants. Or, la Banque européenne est extrêmement peu concentrée. Les plus grandes banques font pays par pays. Hein, les plus grandes banques, si vous prenez le marché européen, la plus grande banque européenne représente à peu près 4% des dépôts. Et donc, on a un marché bancaire qui est extrêmement dispersé en Europe. Hein. La raison de cela, c'est que d'abord, on n'a pas beaucoup pour l'instant consolidé. C'est aussi qu'il y a eu une segmentation entre pays. Hein. Jusqu'à présent, on a considéré que c'était très compliqué de faire des banques transfrontières en Europe, en particulier parce qu'on ne peut pas faire circuler les liquidités, comme vous le savez. Hein. Il y a des obstacles en fait à la réalisation des banques transfrontières. Il n'y a pas énormément de synergie en fait à avoir des grandes banques pan-européennes, mais je crois que ce monde est en train de changer et que progressivement, le fait que les rendements d'échelle soient extrêmement croissants va lever ces obstacles et qu'on va avoir des consolidations bancaires qui ont commencé à l'intérieur des pays. En France, c'est largement fait. Hein. Il reste un petit nombre de grands groupes bancaires que vous connaissez tous, mais on est dans un plein mouvement de consolidation en ce moment en Italie, en Espagne. Et je pense que ce mouvement de consolidation bancaire, il va s'accentuer et il va devenir pan-européen. Donc je pense que dans les prochaines années, à cause des rendements croissants, on va pouvoir constituer des grands groupes bancaires européens, pan-européens, de très grande taille, avec des fusions entre des banques moyennes ou grandes de différents pays européens. Jusqu'à présent, on pensait que le régulateur serait hostile à ça, avec l'idée du too big to fail, en disant les grandes banques, on n'en veut pas. Il y a une espèce de doctrine d'ailleurs, qui est surtout chez les économistes de gauche, disons ça, contre les grandes banques, en disant elles sont too big to fail, donc une grande banque sera forcément soutenue par les États, mais on s'aperçoit que les banques moyennes sont too big to fail, qu'aucun État européen normal ne laissera tomber une banque moyenne. Donc les grandes banques ne sont pas pires de ce point de vue que les banques moyennes. Donc je pense que cet argument de too big to fail disparaîtra et qu'au contraire, la BCE et les institutions européennes privilégieront l'intégration des marchés des capitaux par l'existence de banques qui opèrent dans tous les pays et qui auront les mêmes pratiques bancaires, font circuler la liquidité et leurs ressources. Et donc, on va avoir des grandes banques et je pense qu'on va avoir une très grande consolidation du système bancaire européen, ce qui évidemment peut être assez compliqué et peut fabriquer de nouveau de très grandes banques pan-européennes, ce qui poserait une difficulté, bien sûr, pour les banques moyennes qui restent si elles sont moins efficaces que ces très grandes banques. Puis, ce sera aussi une façon de redresser les marges d'intermédiation. Donc, voilà ce que je voulais vous dire ce soir, hein, pour résumer et pas être trop long. Cette a révélé, et ça a été dit avant moi hein, par les autres intervenants, que avoir une économie avec un financement largement bancaire, c'était beaucoup plus résilient qu'avoir une économie avec un financement de marché. Hein, les marchés se ferment complètement dans les récessions par les banques connaissent leurs clients par les marchés, et donc on a vraiment
Cette idée d'ailleurs qui circulait à un moment en Europe qu'il fallait aller vers le modèle américain de financement de marché des entreprises, je pense qu'il faut la combattre et il faut rester avec un financement bancaire. Deux, il faut réfléchir à la façon dont on va faire vivre ce modèle, hein, un modèle d'un agent économique dont l'actif est très risqué et le passif n'a aucun risque, qui est comme très très compliqué à faire vivre. Et la technologie qui consistait à le faire vivre par des fonds propres de plus en plus élevés, je l'ai dit, me paraît ne pas marcher, en tout cas ne plus marcher, en tout cas, pose énormément de problèmes. Et peut-être d'ailleurs, pour rejoindre ce qui a été dit, est-ce que, à nouveau, je l'ai dit, ça va donner un très grand avantage comparatif aux banques mutualistes et coopératives qui n'auront pas les mêmes exigences de rendement de leurs actionnaires. Et troisième sujet, la taille de la banque. Et je pense qu'on va rentrer dans un monde où il va falloir être très gros, hein, pour être efficace. Et que ceci, bien sûr, a à peine commencé en Europe par rapport à ce qu'on voit aux États-Unis et que ceci, ou en Chine, et que ceci va se produire. Et donc, on va avoir une constitution de très grands groupes bancaires, pas d'Européens, quelque chose auquel on ne croyait pas. Et je crois que ça devient de plus en plus crédible comme développement. Voilà, je m'arrête là. Il y a plein de points autres, bien sûr, mais peut-être il est mieux, et j'en passe la parole aux organisateurs, que si vous avez des questions, je me fais un plaisir d'y répondre. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Hein. C'est vrai que c'est passionnant et on pourrait… Alors, vous avez deux textes qui traitent de ces deux questions, hein, de la question de la gestion du bilan des banques, hein, et des fonds propres, et de la question de la taille des banques. Hein. Donc, vous pourrez avoir accès à ces deux textes. Très bien, merci. On le mettra sur le site internet, sur la page dédiée à la chaire, comme tous les travaux de la chaire qui ont vocation à être partagés. Franck, tu voulais intervenir ? Oui, alors il y a des questions sur le chat, hein, notamment la question suivante. Comment la BCE pourrait faciliter la consolidation bancaire en Europe? Est-ce qu'elle a les leviers pour aller dans ce sens? Une deuxième question qui est sur la même thématique. Voilà. Monsieur Artus, que pensez-vous du possible rapprochement entre la Société Générale et le Crédit du Nord afin de créer un acteur européen de grande taille? Oui, alors Société Générale plus Crédit du Nord, ça ne fait pas un acteur européen de grande taille. Ce qui ferait un acteur européen de grande taille, c'est BNP Paribas plus Santander plus Deutsche Bank, hein, un truc comme ça. Bon, non, je ne sais pas ce qu'il y aura comme consolidation. Et d'ailleurs, peut-être que la consolidation, moi je crois, elle pourrait aussi être pilotée par des banques non européennes. Hein. On va avoir une grande banque américaine qui commence à faire son marché en Europe. On ne l'a pas beaucoup vu. Mais... Donc, je reviens sur la première question. Vous savez que les banques centrales sont assez schizophrènes sur cette question, puisque depuis la crise des subprimes, elles mettent énormément d'obstacles à la circulation du funding, hein, de la liquidité bancaire. C'est-à-dire que la banque centrale d'un des pays n'aime pas, ou même bloque complètement, ça s'appelle le ring fencing, hein, dans le bon jargon, qu'une banque du pays lève des fonds de la liquidité sur le marché interbancaire du pays et aille utiliser cette liquidité dans sa filiale dans un autre pays. Donc, si la BCE veut participer à la consolidation bancaire, il faut qu'elle enlève le ring fencing, c'est-à-dire qu'elle autorise les banques à transférer des ressources liquides, hein, des ressources à court terme d'un pays à l'autre entre leurs filiales. Ce serait la contribution la plus efficace. Donc, on a justement une question. Vous parliez, Patrick Artus, de l'intervention d'intervenants extérieurs. Qu'est-ce que vous pensez on a une question sur l'intervention des banques chinoises qui ont beaucoup d'argent et qui pourraient venir faire leur marché en Europe? Elles pourraient faire leur marché, mais la nouvelle législation européenne, à mon avis, je pense que les banques rentreraient dans le cadre des secteurs stratégiques que les nouveaux textes européens permettent de protéger. Je ne vois pas du tout les régulateurs européens accepter. De toute façon, vous savez que toute acquisition bancaire doit être acceptée par les banques centrales. Avec la théorie, c'est que les acquisitions ne sont que amicales. Hein. Il n'y a pas d'OPA inamical dans le monde bancaire. Donc, j'y crois pas, honnêtement. Je disais ça, je n'y crois pas. Bon, après, est-ce que les grands Américains peuvent s'intéresser aux banques européennes? Pas vraiment, non. Moi, je disais ça peut-être pour susciter des réactions, mais je crois que ce qui est plus probable, c'est des concentrations entre banques européennes moyennes grosses, hein, qui se mettraient ensemble.
Après, on a une question sur enfin, une ou plusieurs questions sur la RSE. Donc, beaucoup d'intervenants s'interrogent sur un petit peu comment on s'interroge sur le greenwashing, sur est-ce que la RSE c'est vraiment une volonté des banques ou est-ce que finalement l'objectif financier n'est pas l'objectif principal. Vous n'avez pas beaucoup parlé de la RSE, qu'est-ce que vous en pensez? Non, oui, comme j'en avais beaucoup vous parlé. Oui. Oui, mais je peux répondre parce que d'abord ma banque, qui est Natixis, mais qui est le groupe BPCE, fait des choses qui ont été assez innovantes puisque on a, comme vous savez, on a un truc qui s'appelle le Green Weighting Factor. Vous voyez le principe des fonds propres des banques par rapport au risque. Hein. D'habitude, on doit déposer d'autant plus de fonds. C'est les RWA, on doit déposer d'autant plus de fonds propres qu'on fait des choses risquées. Ben, nous avons fait la même chose pour le vert. C'est-à-dire que quand nous faisons un crédit vert, nous consommons moins de fonds propres de la banque que quand nous faisons un crédit brun. Et ça, c'est pas du greenwashing, parce que c'est dans le vrai fonctionnement de la banque. Si on fait un crédit qui n'est pas vert, on va faire consommer des fonds propres et donc ça va être plus cher. Et donc l'emprunteur paiera effectivement plus cher. Bon, après, évidemment, ce que nous attendons tous, alors, il y a plein d'initiatives qui sont prises par chacune des banques pour faire ça, ressemble tout à peu près. Ce qu'on attend tous, c'est finalement quelque chose qui coordonne toutes ces initiatives, qui serait un fonctionnement européen. Pour ça, il faudrait et Christine Lagarde a dit qu'elle le ferait, il faudrait que la BCE ait une approche RSE. Alors là, on est quand même plutôt sur le E, une approche environnementale, et ne prennent pas dans ces opérations de refinancement les actifs et les créances de la même manière suivant leur impact environnemental. Alors pour l'instant, la BCE ne fait pas ça, parce que vous savez qu'il y a une règle de neutralité de la BCE, et pour qu'elle fasse ça, il faut vraiment, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui peut avoir l'air d'être technique, qu'il y ait une taxonomie européenne qui définisse précisément qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui n'est pas vert. Et la BCE pourra s'appuyer sur cette taxonomie européenne pour dire votre crédit il est vert, votre crédit il n'est pas vert, c'est pas vous qui l'avez décidé, c'est les règles du Parlement et de la Commission. Donc tant qu'on n'a pas la taxonomie européenne, la politique monétaire, elle, ne peut pas être environnementale et bien sûr ça fait que les seules initiatives peuvent être des initiatives individuelles des banques qui ne sont pas coordonnées par la politique monétaire. Le jour où quand je fais un crédit brun, je le refinance dans de moins bonnes conditions à la BCE que quand je fais un crédit vert, vous voyez que ça coordonne absolument toutes les actions des banques, mais on n'en est pas là. Et d'ailleurs, il y a des réticences assez fortes. Il y a un certain nombre de pressions, en Allemagne, pour que la BCE ne fasse pas ça. Puis il y a des débats assez violents. Par exemple de débat, est-ce que le nucléaire, c'est vert ou est-ce que c'est pas vert? Donc, si vous êtes le banquier d'EDF, vous avez vachement envie que le nucléaire soit vert, mais est-ce que la BCE dira que le nucléaire est vert? On a l'air de s'orienter vers une situation où le nucléaire, il est ni vert ni brun, c'est une catégorie à part. Bon, est-ce que le gaz naturel qui remplace du charbon, c'est vert? Il y a des questions pas tristes, parce que le gaz naturel en tant que tel, c'est pas vert, mais quand il remplace du charbon, ça l'est. Enfin, oui, c'est un peu compliqué. Alors, l'autre point, pour répondre aux questions, mais je vais vite, pour être trop long, c'est qu'il y a comme une partie de la finance qui se développe, qui est extrêmement intéressante, c'est la finance. On fait les green bonds, c'est une étape datée. Donc, on émet un truc qui finance quelque chose de vert et c'est green. On a des social bonds aussi. Alors, en France, l'UNEDIC émet des social bonds pour financer les indemnisations du chômage. Et ça, c'est une photographie. Le beaucoup plus pertinent, c'est quand on finance la transition d'un emprunteur. Je peux même prendre une compagnie pétrolière. Si la compagnie pétrolière décide de sortir du pétrole et d'aller vers les renouvelables, je peux le financer avec de la dette qui va être de la dette de transition. Et c'est ça que vont faire les banques. Et là, c'est extrêmement pertinent. Parce qu'on ne peut pas arrêter de financer toute la partie brune de l'économie. Le brun, c'est 60% de l'économie. Donc, vous n'allez pas dire à 60% des entreprises, désolé les gars, vous n'avez plus de financement, vous n'avez qu'à fermer. Donc, il ne faut pas arrêter de leur prêter, mais il faut les aider à changer de modèle. Et là, on est en train de développer des instruments financiers qui sont des prêts ou des obligations qui financent une transition, qui sont assis sur des trajectoires d'évolution sur laquelle l'entreprise s'engage. Et si elle ne le respecte pas, elle va payer beaucoup plus cher que si elle le respecte. Donc, honnêtement, je pense que, et ça, c'est pas du greenwashing. Je pense que c'est vraiment des instruments qui sont extrêmement puissants et qui mettent une grosse pression, en fait, sur les emprunteurs.
Très bien, merci. Alors après, on a une question qui frise le délit d'initié, je dis ça avec un petit peu d'humour. Oui. On vous demande si vous avez des informations sur la stratégie de la BPCE. La stratégie La stratégie de la BPCE et s'il y a des fusions envisagées ou quelle serait cette stratégie à moyen long terme? Bon, je ne peux pas répondre à ça. Et deux, c'est pas facile de fusionner des mutualistes, comme vous le savez. Donc, non, mais il y a une question qui peut se poser. Est-ce qu'on peut avoir des consolidations en Europe aussi entre banques mutualistes? Est-ce que une banque mutualiste française peut s'associer à une banque mutualiste italienne ou allemande c'est des questions. Bon, à mon avis, ces dossiers ne sont pas très avancés. Peut-être la dernière question, je me propose de la poser. Tu peux nous rassurer sur le statut de la dette publique détenue par la BCE? Alors, est-ce qu'elle Mais tu n'en as pas, mais tu le disais, je t'écoutais tout à l'heure. Oui. Oui, alors... On est d'accord, Franck. Mais c'est un truc étonnant, si tu veux. Moi, j'ai toujours été. Bon, la probabilité que la BCE remette sur le marché les dettes publiques qu'elle a achetées est de 0. Si elle le fait, de toute façon, le lendemain, il y a une crise de l'Italie. Donc, il y a une impossibilité majeure. Elle ne peut pas. Elle peut arrêter d'en acheter de nouvelles, mais elle ne peut pas revendre celles qu'elle a. Donc, je ne crois pas que la BCE va jamais réduire la taille de son bilan. Peut-être un jour, elle arrêtera d'augmenter. Mais revendre ce qu'elle a, je n'y crois pas, parce que je pense que ça déclencherait instantanément une crise. Et donc, ces dettes achetées par la Banque centrale vont rester sur le bilan de la Banque centrale. Et là, il faut comprendre, mais plein de gens très, très, très sophistiqués ne l'ont pas compris. C'est un truc très étonnant, mais je t'écoutais à 14 ans tout à l'heure. Les banques centrales appartiennent aux États. Les banques centrales reversent leurs profits aux États. Alors, il y a une exception qui est la Banque d'Italie, donc je devrais être plus prudent. Bon, enfin, disons, la quasi-totalité des banques centrales appartiennent aux États, sont des filiales à 100% des États. Quand la Banque de France achète une OAT, comme elle reverse ses profits à l'État, elle rend à l'État français les intérêts que lui a versé l'État français. Et si elle garde cette OAT dans son bilan puis qu'elle la roule à l'échéance, cette OAT pour l'État français, elle devient totalement gratuite jusqu'à la fin des temps. Et donc en réalité, comme les banques centrales sont des filiales à 100% des États, le seul bilan qui compte, c'est le bilan consolidé de la Banque centrale et de l'État. Donc, il faut mettre ensemble les deux bilans et au passif du bilan consolidé de la Banque centrale et de l'État, il n'apparaît que la partie de la dette publique qui n'est pas détenue par la Banque centrale. Alors, il y a d'abord à Jackson Hole, d'ailleurs, c'était, tu sais, le séminaire des banques centrales qui était au mois de septembre, il y avait un débat très intéressant qui disait, mais finalement, contrairement aux idées reçues, les banques centrales ont pas du tout allongé la maturité de leur dette. Les États, je veux dire, pardon, les États n'ont pas du tout allongé la maturité de leur dette. Les États ont considérablement raccourci la maturité de leur dette, puisqu'ils se financent par la création monétaire. Quand je prends le bilan consolidé de la BCE et des États européens, au passif de cet agent économique, j'ai pas plus de dette qu'il y a 10 ans, mais j'ai beaucoup, beaucoup plus de monnaie, quoi. C'est les réserves des banques. Donc en réalité, ce qu'on a, c'est du financement monétaire. Donc la bonne question, c'est pas qu'est-ce qui se passe avec la dette, c'est qu'est-ce qui se passe avec. C'est pas qu'est-ce qui se passe quand on a trop de dette, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a trop de monnaie. Alors le problème, c'est que la comptabilité joue contre nous. Donc Bruno Le Maire dit à la fin de l'année, la dette publique de la France, ça va être 100%, 120% du PIB. Mais il ne dit pas que 31 points de PIB de cette dette seront détenus par la Banque centrale. Et donc en fait, elle est de 89% du PIB, c'est-à-dire à peu près le même chiffre qu'en 2008. Donc, on a en réalité pas d'augmentation de la dette publique. Il n'y aura pas besoin de lever des impôts pour la rembourser. Mais par contre, on a une explosion de la quantité de monnaie qui est essentiellement sous la forme d'une explosion des réserves des banques. Donc, on a un financement par les réserves des banques du déficit public. Alors, bien sûr, la question, c'est qu'est-ce que ça fait? Alors, je vous conseille mon prochain livre là-dessus. Mais la question, le vrai sujet, c'est la confiance dans la monnaie, quoi. Est-ce qu'il y a un risque qu'à un moment, les agents économiques disent il y a trop de monnaie et donc je n'ai plus confiance dans la monnaie et donc j'essaie de me débarrasser de la monnaie et de la remplacer par autre chose. Évidemment, ce que Facebook veut faire avec la Libra, en disant il y a un certain moment où les gens voudront plus avoir des dollars, des yens et des euros, et ils auront plus confiance dans la monnaie de Facebook que dans la monnaie des États. Et honnêtement, c'est un vrai risque. Les crypto-monnaies de banque centrale, qui est le sujet que tu connais bien,
c'est pas une solution parce que le crypto-euro de la BCE, c'est toujours de l'euro, quoi. Hein, donc ça change pas le fait qu'il y en a trop et que sa valeur peut être mise en doute. Donc moi, je pense que le défi des 10 prochaines années, c'est pas le défi de la dette, c'est le défi de maintenir la confiance dans la monnaie. Très bien. Je vous propose que l'on garde cette phrase en guise de conclusion. Merci beaucoup pour ces débats passionnants. La preuve en est, c'est que vous êtes encore très nombreux à être connectés. Donc, merci à vous tous. Merci aux intervenants. Merci à Monsieur Artus d'avoir apporté votre éclairage. Donc, sachez que donc aujourd'hui, vous avez eu un aperçu des travaux de la chaire. Ce n'était évidemment qu'une partie. L'esprit des chaires de recherche et de formation de la Fondation Rénin, on est vraiment dans le partage. Et donc, vous retrouverez les travaux de façon exhaustive sur le site internet de la Fondation Rénin. Avec les titulaires sont en train de réaliser cette synthèse, mais tout le bilan des travaux sera accessible. Il sera enrichi par les présentations de ce soir. Et donc, je vous invite à consulter le site internet de la Fondation. Je voulais conclure en remerciant les partenaires de cette chaire et l'ensemble des partenaires de la Fondation Rénin, sans lequel toutes ces actions ne seraient pas possibles. Et évidemment, la Fondation ne vit que grâce au mécénat, et c'est grâce à eux que l'on est capable de faire ces actions pour rapprocher l'Université de Rénin des entreprises